Je m'appelle Iris, et à 34 ans, j'ai appris que ma chaise était soumise à des conditions. Lors de la fête du 35e anniversaire de mariage de mes parents, mon père m'a dirigé vers le garage, et m'a dit que c'était seulement pour la famille élargie. Il avait un petit sourire en coin, quand il l'a dit. Chaque cousin, chaque oncle, chaque membre de la belle famille avait un siège doré à la table principale, y compris celui qui avait volé ma grand-mère. J'étais la seule à me tenir dans l'embrasure d'une porte, qui sentait l'huile de moteur. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Le fin paquet que je tenais sous le bras, celui enveloppé de papier argenté, valait plus que tous les centres de table réunis. Et ce que j'en ai fait, a vidé leur maison en 3 semaines. Bienvenue à nouveau dans Au cœur des histoires, où les gens discrets dressent enfin la table selon leurs propres conditions, et où ceux qui les considéraient comme acquis, apprennent la véritable valeur de cette table. Si une histoire comme celle-ci a déjà été la vôtre, vous connaissez déjà ce sentiment. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Je devrais vous dire qui je suis, avant de vous dire ce que j'ai fait. Je suis experte comptable, spécialisée en jury comptabilité. Plus précisément, c'est le genre de travail où vous êtes assise dans une salle de conférence sans fenêtre, avec 14 mois de relevé bancaire, pour trouver le mensonge à la page 9. J'ai bâti cette carrière à partir de cours du soir dans un collège communautaire, de 2 emplois à temps partiel, et d'une carte de bibliothèque que j'ai utilisée, jusqu'à ce que le code-barre s'efface. Personne ne m'a rien offert. Personne ne s'est porté garant. Personne n'a appelé, pour vérifier si j'avais dîné. Ce détail est important, car dans la famille Foster, je n'ai jamais été la fille dont il fallait s'inquiéter. J'étais celle qui vérifiait. Si une facture était en retard, je la repérais. S'il fallait coordonner des vacances, je créais le tableau de bord. Si grand-mère Ruth avait besoin de renouveler son ordonnance, ou de faire inspecter sa chaudière avant novembre, je conduisais 40 minutes, et je m'en chargeais. Pas parce qu'on me l'avait demandé. Demander impliquerait, qu'il l'avait remarqué. Je le faisais simplement, comme je l'avais toujours fait, depuis mes 19 ans. Et ma mère m'a regardé, par-dessus une pile de courriers non ouverts, pour me dire, tu es doué pour ce genre de choses. C'était l'offre d'emploi. Pas de titre, pas de salaire, pas d'évaluation de performance, juste un siège permanent au bureau des opérations d'une famille, qui n'appelait que lorsque quelque chose se cassait. Ma thérapeute m'a dit un jour, que la surresponsabilité est une réaction traumatique, déguisée en compétence. Elle l'a dit comme un avertissement. Je l'ai entendu, comme une description de poste. Alors, quand la fête d'anniversaire est arrivée, j'étais le choix évident pour l'organiser. J'ai réservé la salle. J'ai appelé le traiteur. J'ai organisé le transport en fauteuil roulant de grand-mère Ruth. J'ai géré chaque détail, jusqu'à la couleur des serviettes. Je ne savais simplement pas, que je réservais également mon propre exil. La fête était l'idée de ma mère. Diane Foster aimait les étapes marquantes, comme certains aiment les trophées. Non pas pour ce qu'elles signifiaient, mais pour ce qu'elles prouvaient. 35 ans de mariage, 2 enfants, une maison coloniale de 3 chambres avec une véranda couverte, et un mur de photos de famille, capable de faire pleurer un producteur de chez Hallmark. Elle voulait que tout le quartier le voie. Quelque chose d'élégant, m'a-t-elle dit au téléphone en mars, 5 mois avant la date prévue en août. Des chaises dorées, pas blanches, de vraies nappes en lin, et assure-toi que le photographe prenne la véranda. Elle n'a jamais dit s'il te plaît. Elle n'a jamais dit merci. Elle a dit de m'en assurer, ce qui, chez nous, signifiait qu'Iris s'en occuperait. J'ai commencé un classeur, contenant les devis des salles, les menus des traiteurs, et un plan de table construit sur Excel, avec un code couleur pour les régimes alimentaires. J'y ai passé 11 soirées. J'ai aussi commencé à travailler sur le cadeau. C'était une idée à laquelle je pensais depuis 2 ans. Un projet qui a nécessité 3 appels à un studio de restauration de photos à Richmond, et un 4e à un atelier d'encadrement, spécialisé dans la conservation d'archives. Mes parents n'avaient exactement qu'une seule photo, de l'époque de leur mariage. C'était un Polaroid blanchi par le soleil, fissuré au milieu, et scotché à l'intérieur d'un placard de cuisine, d'aussi loin que je me souvienne. Je l'ai fait numériser, restaurer pixel par pixel, puis imprimer sur du papier chiffon de coton, le tout placé dans un cadre en noyer fait main. À côté, dans le fin dossier sous papier argenté, j'ai placé autre chose, un ensemble de documents dont je vous parlerai plus tard. Pour l'instant, sachez simplement que le cadeau posé sur mon siège passager,
alors que je conduisais vers la salle ce samedi après-midi, était la chose la plus chère, la plus personnelle, et la plus soigneusement assemblée, que je n'ai jamais faite. Surtout pour 2 personnes, qui ne m'avaient jamais demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Laissez-moi vous décrire un mardi classique, dans la famille Foster. À 7h14, j'envoie un texto à Brett. C'est mon petit frère, 31 ans. Il a l'énergie d'un Golden Retriever, mais sans la loyauté de se rappeler que c'est l'anniversaire de tante Carole. Il ne répond pas. À 7h45, je vérifie la discussion de groupe de la famille, pour confirmer le rendez-vous chez le podologue de grand-mère Ruth pour jeudi. Je suis l'administratrice. J'ai toujours été l'administratrice. Personne n'a voté. Personne n'a demandé. J'ai juste commencé à publier les liens du calendrier en 2014, et je ne me suis jamais arrêté. À 9h, j'appelle la salle, pour confirmer la compte du mois d'août. À 11h, j'envoie un email au traiteur, concernant l'allergie de mon père aux crustacés. Une allergie qu'il n'ira avoir, mais que ma mère confirmera avec un soupir. À 14h, ma mère m'appelle. Elle ne dit pas bonjour. Elle dit, le fleuriste veut des détails, au sujet de l'arche. Je lui réponds, que je m'en suis déjà occupé. Elle dit, bien. Oh, et ton père veut des croquettes de crabe. Je lui rappelle l'allergie. Elle fait une pause. Tu comprends toujours, Iris. Cette phrase. Elle me l'avait répétée toute ma vie, et à chaque fois, cela sonnait comme un compliment, jusqu'à ce qu'on l'examine de plus près. Tu comprends toujours. Cela signifiait que je ne me plaindrais pas. Cela signifiait qu'elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Cela signifiait que j'étais le chemin de la moindre résistance, et qu'elle l'emprunterait, à chaque fois. À 17h, j'avais coordonné un fournisseur, géré un dossier médical, résolu un conflit avec le traiteur, et rappelé à un homme de 31 ans, un anniversaire qu'il connaissait depuis 31 ans. Rien de tout cela ne figurait, dans ma description de poste. Tout cela coulait, dans mes veines. La famille Foster fonctionnait grâce à Iris, et Iris fonctionnait avec la certitude silencieuse, que si elle s'arrêtait, tout s'effondrerait. J'étais sur le point, de tester cette théorie. Mon père, Gérald Foster, a 63 ans, et il n'est jamais entré dans une pièce sans compter les têtes. Non pas parce qu'il est anxieux, mais parce qu'il évalue. Gérald a besoin d'un public. Il a entraîné la ligue locale de baseball pendant 9 ans, même si Brett a arrêté après 2 ans. Il s'est présenté 2 fois au conseil municipal, a perdu les 2 fois, et se présente toujours comme doté d'un esprit civique. Lors de son dîner de départ à la retraite du bureau du greffier du comté, il a prononcé un discours de 14 minutes. Cet homme ne craint pas un micro. Il craint une chaise vide. Ma mère est différente. Diane a grandi dans la pauvreté. La pauvreté des Appalaches. Le genre de pauvreté avec cet enfant, dans un mobil-home. Et elle a transposé ce sentiment de pénurie, dans tout ce qu'elle fait. Dans ses calculs, l'amour est une ressource limitée. On l'alloue là où le rendement est le plus élevé. Brett était le rendement. Beau, sociable, et apprécié sans effort. J'étais l'infrastructure. On ne célèbre pas l'infrastructure, on l'entretient. Ensuite, il y a Brett lui-même. Mon frère n'a jamais organisé un seul événement familial, payé une seule facture de fournisseur, ni conduit grand-mère Ruth nulle part. Il n'a jamais eu à le faire. Il se pointait, souriait, et obtenait la meilleure assiette. Le système fonctionnait pour lui, alors il ne l'a jamais remis en question. Et enfin, Cody Marsh, mon cousin du côté maternel, 29 ans, avec des périodes de chômage intermittentes. Il est aussi le fier détenteur d'un casier judiciaire, qui inclut la mise en gage des boucles d'oreilles en grenat de grand-mère Ruth, pendant qu'elle était à l'hôpital, pour une prothèse de la hanche. Ma tante Déborah a supplié Diane de lui pardonner. Diane l'a fait, car la famille, c'est la famille. Cette année-là, à Thanksgiving, Cody s'est assis à 3 places de la grand-mère qu'il avait volée, mangeant son gratin de patates douces, et demandant à être resservi. Personne n'a bronché. C'était ça, l'architecture familiale. Gérald avait besoin de témoins. Diane a loué l'amour en fonction du retour sur investissement. Brett récoltait les dividendes, et Cody obtenait le pardon. Et moi, j'héritais du fichier Excel. Il y a un chalet sur le lac Monacan, à environ 90 minutes à l'ouest de notre maison.
Il appartenait à mon grand-père Harold, avant son décès en 2011. Des murs en cèdre, une cheminée en pierre qui penchait légèrement sur la gauche, et un ponton qui grinçait. Un grincement qui résonnait comme une chanson, quand on avait 9 ans, et qu'on n'y connaissait rien de plus. Toutes les fêtes mémorables de la famille Foster ont eu lieu là-bas. Le 4 juillet, avec les cierges magiques sur le ponton. Thanksgiving, avec les fenêtres embuées par le pain de maïs de Ruth. Le matin de Noël, avec le lac gelé et gris en arrière-plan, derrière le sapin. À la mort d'Harold, le chalet est passé conjointement à Gérald et Ruth. Puis, il est revenu principalement à Gérald, lorsque Ruth est partie en maison de retraite assistée. Principalement, parce que Gérald avait oublié de faire la seule chose que Harold lui avait demandé, payer les impôts fonciers. En 2019, le chalet avait accumulé 3 ans de retard de paiement. Le comté avait envoyé 2 avis. Gérald les avait jetés. En 2020, un avis de saisie fiscale est arrivé. Je l'ai trouvé dans la poubelle de recyclage, sous une boîte à pizza. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai appelé l'évaluateur du comté, mis en place un plan de paiement, et, au cours des 4 années suivantes, j'ai réglé le montant total. J'ai également payé la pénalité, et la cotisation spéciale pour la fosse septique. Un total de 11 400 €, payé depuis mon propre compte, par versement trimestriel. J'ai gardé chaque reçu. J'ai envoyé à Gérald une lettre recommandée, documentant chaque paiement. Elles ont été retournées, et j'ai gardé les avis de réception verts dans un dossier, avec les chèques encaissés. Il n'a jamais signé, pour aucune d'entre elles. Diane l'a fait 2 fois. Aucun des 2 n'a appelé. Je n'en ai parlé à personne, parce que personne ne me l'a demandé. Et dans la famille Foster, ne pas demander, revenait au même, que de ne pas s'en soucier. Le chalet est resté ouvert. Le ponton a continué de grincer. Chaque Noël, Gérald se tenait près de la cheminée, et racontait la même histoire, comment Harold l'avait construite, de ses propres mains. Il n'a jamais mentionné une seule fois, celle qui le maintenait debout. C'était l'un de ces détails que je portais silencieusement. Comme un acte de propriété plié dans la poche d'un portefeuille, attendant le jour où cela compterait. Le mercredi précédant la fête, je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai glissé la dernière pièce dans le dossier argenté. La photo de mariage restaurée, nette, aux couleurs corrigées, montée sur un support sans acide. Et en dessous, les documents du chalet. Le certificat d'impôt payé en totalité, les copies de chaque chèque encaissé, les reçus de courrier recommandés, ainsi qu'une carte manuscrite. La carte disait « 35 ans de la famille Foster ». En voici 35 de plus. Le chalet est en règle, libre de dettes, et vous appartient. Avec amour, Iris. J'ai scellé le dossier, l'ai enveloppé dans du papier argenté, et je l'ai attaché avec un cordon en lin. Le tout était assez plat, pour reposer sur mes genoux. Je l'ai tenu un instant, et j'ai imaginé le visage de mon père, au moment où il l'ouvrirait. Pas le petit sourire en coin, l'autre visage. Celui que je n'avais vu que 2 fois dans ma vie. Une fois à la mort d'Harold, et une autre, quand Brett a marqué le but de la victoire, lors d'un match universitaire en 2009. Le visage doux, le visage qui disait « Je te vois ». Je pensais que ce cadeau pourrait le déclencher. Je pensais que 35 ans de mariage, combinés à 4 ans de paiement silencieux d'impôts, et à une restauration de photos impossible, pourrait suffire. Suffire à quoi? Je n'aurais pas su vous le dire, à ce moment-là. Une place, peut-être. Une présentation qui irait au-delà de « Et voici notre fille Iris ». C'est elle l'organiser. Un moment, où mon prénom ne serait pas accompagné, d'un titre de poste. J'ai posé le cadeau sur le siège passager de ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à la salle, le lendemain matin. Les fenêtres baissées, j'avais un sentiment dans la poitrine, que je n'avais pas encore mérité. L'espoir. Le genre d'espoir qui repose sur 15 ans de preuves accablantes, mais qui réussit quand même à flotter. Si vous êtes déjà entré dans un événement familial, emportant quelque chose que vous aviez fabriqué de tout votre cœur, vous savez exactement à quel point cette marche est fragile. Le lieu de réception était le jardin arrière de l'Elks Lodge sur la rue Sycamore. C'est celui avec la pergola blanche, et le parking qui sent le chèvrefeuille, en plein mois d'août. Je l'avais choisi, car ma mère voulait quelque chose d'élégant mais sans prétention. Ce qui, en pratique, signifiait cher, mais doté d'un parking. 64 invités, des chaises Chiavari dorées avec des coussins ivoire,
et des tables rondes, dressées de linge blanc. J'avais aussi trouvé un quatuor à cordes sur Thumbtack, pour 600 €. Le photographe tournait déjà autour de la véranda quand je suis arrivé. Il photographiait l'arche florale, que j'avais conçue avec le fleuriste, au travers de 4 emails et d'un tableau Pinterest. C'était tout simplement parfait. J'ai porté le cadeau sous mon bras, et j'ai passé le portail latéral. Je suis passé devant l'installation du bar, devant la tente du traiteur, puis devant la station du livre d'or, que j'avais assemblée la veille au soir. Tout était à sa place. Tout ce que j'avais touché, fonctionnait à merveille. J'ai scanné le plan de table, épinglé sur le chevalet près de l'entrée. Table 1, Gérald, Diane, Brett, tante Déborah, oncle Martin, et grand-mère Ruth. Table 2, la famille Marsh, incluant Cody. De la table 3 à la 8, les voisins, les amis de l'église, et les collègues. J'ai passé mon doigt sur chaque carte. Table 4, table 5, table 6. Mon prénom ne figurait sur aucune d'entre elles. J'ai vérifié à nouveau. J'ai vérifié les sièges de la dernière rangée, la section de débordement près de la pergola, et la table des enfants, qui n'avaient pas encore d'enfants assignés. Rien. Mon nom n'apparaissait pas, sur le plan de table que j'avais moi-même conçu. Je me tenais là, le cadeau argenté sous le bras, avec les cliquetis du photographe derrière moi. Le quatuor à cordes s'échauffait, à une dizaine de mètres, devant un plan de table qui ignorait mon existence. C'est alors que mon père s'est approché, en souriant, comme on sourirait à un livreur. Et il m'a pointé du doigt la direction du garage. Le garage était rattaché au pavillon, par un passage couvert. Il sentait le vieux béton, et le WD-40. Cela ne faisait pas partie de l'espace de réception. C'était l'endroit où l'on rangeait les tables pliantes, les cônes de signalisation, et un tracteur tondeuse, dont le pneu était crevé. Mon père m'a accompagné jusqu'à l'entrée, comme si c'était parfaitement normal. Il avait la main sur le bas de mon dos, dans cette manière à moitié guidante, et à moitié poussante. Une chose qu'il faisait, quand il voulait vous déplacer, sans se faire remarquer. À l'intérieur, il y avait une seule chaise en plastique blanc. Le genre de chaise pliante avec des pieds en métal, qui vous pince les cuisses, si vous vous asseyez mal. Elle était positionnée entre un établi taché de peinture, et une pile de cônes orange. Pas de table, pas de couvert, pas de marque-place. Le tube fluorescent, juste au-dessus, bourdonnait à une fréquence, qui me faisait mal aux dents. Il y avait une tache d'eau au plafond, en forme de moufle. Je remarquais ce genre de détail, parce que je ne regardais pas mon père. Si je l'avais regardé, j'aurais vu son petit sourire suffisant. Et si j'avais vu ce sourire, j'aurais dû décider de ce que j'allais faire, à cet instant précis. Et je n'étais pas prête. C'est seulement pour la famille élargie, a-t-il dit. Quelques mots. Il les a prononcés, comme on expliquerait un surclassement de sièges, dans un avion. Comme si c'était une politique d'entreprise, et non pas une affaire personnelle. Comme si le garage était la classe affaires, et le jardin la première classe. Et moi, je n'avais tout simplement pas accumulé assez de points. Je pouvais entendre le quatuor commencer à jouer, à travers le mur. Vivaldi. J'avais choisi ce morceau. J'avais envoyé 3 versions de la liste de morceaux, au chef du quatuor, avant de m'arrêter sur celle-ci. Et maintenant, je l'entendais à travers des parpaings, debout à côté d'une tondeuse à gazon. Je tenais un cadeau que j'avais mis 2 ans à préparer, pendant que mon père ajustait ses boutons de manchette, et retournait s'asseoir, sur sa chaise dorée. Je me suis assise, et la chaise m'a immédiatement pincé. J'ai posé le cadeau sur mes genoux, et j'ai regardé à travers le passage ouvert, en direction du jardin. De cet angle, je pouvais voir environ la moitié des tables. Je voyais tante Déborah ajuster son châle. Je voyais Brett arriver en retard, avec une bouteille de vin, qu'il n'avait certainement pas choisi lui-même. Je pouvais voir grand-mère Ruth dans son fauteuil roulant, à la table 1. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, et ses yeux balayaient le jardin, comme elle le faisait toujours, pour me chercher. Et je pouvais voir Cody Marsh à la table 2. Il était adossé à une chaise chiavari dorée, les jambes écartées, riant de quelque chose que l'oncle Martin venait de dire. Cody, qui avait volé les boucles d'oreilles en grenat de grand-mère Ruth. Celles que Harold lui avait offertes en 1974, et qu'il avait mises en gage dans une boutique sur la route 9, pour 215 €. Cody, qui ne s'était jamais excusé, parce que Diane avait dit à tout le monde de laisser couler. Il a traversé beaucoup d'épreuves.
Cody avait une chaise dorée. Cody avait un marque-place. Cody avait une flûte de champagne, une serviette en tissu, et une vue sur l'arche florale que j'avais conçue. J'avais une chaise pliante, à côté d'une bombe de peinture anti-rouille. Le quatuor jouait à travers le mur. Les invités trinquaient avec leurs verres. Quelqu'un apportait un toast, que je n'ai pas pu entendre. La fête, que j'avais bâtie à partir d'un classeur, de 11 soirées tardives, et d'un quatuor à cordes de 600 €, se déroulait à 10 mètres de moi. Et je la regardais à travers un couloir couvert, comme un machiniste derrière un rideau. Je suis resté assise là pendant 11 minutes. J'ai compté. Et pendant ces 11 minutes, absolument personne n'est venu prendre de mes nouvelles. Pas une seule personne. C'était la réponse à une question que j'avais eu peur de poser depuis 15 ans. Je veux être clair sur ce qui s'est passé ensuite, car les gens s'attendent toujours à une explosion. Ils s'attendent à l'assiette jetée au sol, au discours hurlé, et à la sortie dramatique, avec le mascara qui coule. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'était de l'arithmétique. Je me suis assise sur cette chaise en plastique, et j'ai fait le calcul. 15 ans d'appel aux fournisseurs, de renouvellement d'ordonnances, de coordination des fêtes, et de gestion de crise. 4 ans de paiement d'impôts trimestriels, pour un chalet que mon père revendiquait, comme étant son héritage. 11 400 €. 2 ans de restauration de photos, 5 mois de planification de fêtes, et un garage. Les chiffres ne s'additionnaient pas, pour former de la colère. Ils s'additionnaient, pour former de la clarté. Je n'étais pas des invités. Je n'avais simplement jamais été une invitée. J'avais confondu le fait d'être utile, avec le fait d'être désiré. Et cette confusion m'avait coûté, 1 décennie et demie de mardis après-midi, de dimanche matin. Ainsi que chaque jour de fête, que j'avais organisé, mais dont je n'avais jamais profité. La chaise a de nouveau pincé ma cuisse. J'ai changé de position, et j'ai baissé les yeux sur le cadeau argenté, posé sur mes genoux. À l'intérieur, se trouvait la chose la plus attentionnée, que j'ai jamais créée. Un souvenir restauré, et un avenir sécurisé, enveloppés ensemble par une corde en lin. Je l'avais fait pour des personnes, qui m'avaient placé à côté d'une tondeuse à gazon. Et la pire partie, celle qui m'a fait serrer la mâchoire au lieu de me faire pleurer, c'est qu'ils s'attendaient à ce que je reste. Ils s'attendaient à ce que je reste assise là, tranquillement. À entendre le toast à travers le mur, puis à me montrer ensuite, pour aider à débarrasser les tables, comme je le faisais toujours. Parce que je comprenais toujours. C'est à ce moment-là, que l'arithmétique s'est transformée en décision. Pas une décision dramatique. Pas le genre de décision que l'on prend, avec le cœur qui bat la chamade. Le genre silencieux. Le genre qui résonne, comme une serrure tournant dans une porte, dont vous ignoriez posséder la clé. Je me suis levé. La chaise pliante a grincé contre le béton, et le son a résonné sur les murs du garage. Comme un point final, à la fin d'une phrase. J'ai ramassé le cadeau argenté, je l'ai glissé sous mon bras, et j'ai traversé le passage pour entrer dans le jardin. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas tapé des pieds. J'ai marché, comme je marche vers un audit. De façon stable, mesurée, avec les épaules droites, et le regard fixé vers l'avant. Le quatuor faisait une pause, entre 2 morceaux. Le jardin était dans cet instant suspendu, où tout le monde est au milieu d'une conversation, et où personne ne regarde rien en particulier. J'ai traversé la limite de la zone des tables. Ma mère l'a remarqué en premier. Elle remarquait toujours le mouvement, pas les gens. Le mouvement. Gérald a levé les yeux, depuis sa chaise. Brett s'est arrêté de rire. Je suis passé devant la table 1, puis la table 2. C'était là où Cody grignotait une croquette de crabe avec les doigts. Je suis passé devant le livre d'or que j'avais assemblé. Devant l'arche florale que j'avais conçue. Devant le bar que j'avais coordonné. Et je me suis dirigé, vers le portail. Je ne me suis pas arrêté. La chaise de ma mère a raclé le sol. J'ai entendu ses talons, sur les dalles derrière moi. Iris. J'ai continué à marcher. Iris, attends. Ne fais pas ça, devant tout le monde. J'ai atteint le portail, je me suis retourné, et je l'ai regardée. Elle était à 3 pas derrière moi. Son visage affichait l'expression qu'elle prenait, quand quelqu'un était sur le point, de la mettre dans l'embarras à l'église. Un demi-sourire, les yeux plissés, les mains légèrement levées,
comme si elle calmait un cheval. « Tu comprends toujours, Iris » a-t-elle dit. C'était comme un mot de passe, comme le mot magique, qui m'avait toujours poussé à me rasseoir. J'ai brandi le cadeau argenté, pour qu'elle puisse le voir clairement. Puis j'ai prononcé 3 mots. Alors, élargis ça. Je me suis retourné, et j'ai marché vers ma voiture. Elle ne m'a pas suivi. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé, avec un verre d'eau. Mon téléphone était face contre le coussin, à côté de moi. Je ne voulais pas le regarder. Je l'ai quand même regardé. Le groupe de discussion de la famille Foster comportait 47 nouveaux messages. J'ai fait défiler l'écran, au-delà du bruit de surface. Les « super fête », les « je vous aime » et une photo floue du gâteau. Puis, j'ai trouvé le fil de discussion, juste en dessous. C'était une sous-conversation d'il y a 6 jours, enfouie sous le chat principal. Je l'avais manqué, parce que mon téléphone filtre les messages d'administrateur, vers un onglet séparé, et je ne l'avais pas vérifié. Le fil a commencé avec ma mère. Mise à jour des places. Iris peut s'asseoir dans l'espace latéral. Ça ne la dérangera pas. De toute façon, elle courra probablement partout pour aider. Mon père a répondu. Mets-la dans le garage. Ça fera plus de place, pour les Henderson. La réponse de Brett fut un emoji qui rit, et 3 mots. Elle comprendra, LOL. Cody n'avait rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le fil de discussion s'est poursuivi, avec 9 autres messages. De la logistique sur les chaises pliantes, et s'il fallait m'avertir à l'avance. Non, elle va rendre ça gênant. Et une note de Diane, qui disait qu'elle s'occupait déjà du traiteur, donc elle serait trop occupée pour s'en rendre compte. 9 messages, pendant 6 jours. Un plan coordonné pour m'asseoir dans un garage, discuter ouvertement, dans un groupe que j'administrais. Et personne n'a pensé à supprimer la discussion. Car personne n'a pensé que je comptais assez, pour aller vérifier. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas fait de capture d'écran. Je ne l'ai pas sauvegardé. Je n'avais pas besoin de preuves. Ce n'était pas un dossier que j'étais en train de monter. C'était un fait, que je lisais enfin. La famille que je dirigeais depuis 15 ans, ne m'avait jamais considéré comme un membre. Ils l'avaient mis par écrit, et l'écriture était négligée. Parce que ça n'avait jamais été destiné à mes yeux, et parce que je n'ai jamais été dans leurs pensées. J'ai posé le téléphone. J'ai fini mon eau. Je suis allé me coucher. Le matin, j'ai préparé du café, je me suis assise à mon bureau, et j'ai ouvert un nouveau tableau Excel. Les vieilles habitudes. Les en-têtes de colonne étaient simples. Tâches, fréquence, dernière exécution, remplaçant, et statut. J'ai listé tout ce que je faisais, pour la famille Foster. La coordination médicale de grand-mère Ruth, les rendez-vous, la pharmacie, les appels aux assurances. Le calendrier familial, les anniversaires, les fêtes, les confirmations de présence, la logistique des voyages. Le chalet du lac, le paiement des impôts, les contacts pour l'entretien, le calendrier d'hivernage. Les débordements de la maison de mes parents, les factures que Diane oubliait, les ordonnances que Gérald ignorait, les réclamations de garantie que personne ne déposait. L'administration de la vie de Brett. Les rendez-vous chez le dentiste que je prenais, parce qu'il n'arrêtait pas d'oublier. Le renouvellement de l'immatriculation de sa voiture, parce qu'il ne savait pas comment faire. La planification des événements. Chaque fête, chaque dîner d'anniversaire, chaque fête de remise de diplôme, depuis ces 15 dernières années. La liste comptait 41 éléments. 41 tâches récurrentes, dont aucune n'avait jamais été assignée, reconnue, ou rémunérée. J'ai regardé cette liste, de la même manière que je regarde un bilan comptable. Quand le client insiste pour dire que les comptes sont bons, mais que les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent toujours, le contraire. Je n'allais pas claquer les portes. Je n'allais pas envoyer de manifeste. Je n'allais rien publier, rien annoncer, ni rien expliquer. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus simple, et de bien plus dévastateur. J'allais m'arrêter. Pas de façon dramatique, ni d'un seul coup. Juste m'arrêter. Me retirer de mon rôle d'administratrice. Annuler les rappels récurrents. Laisser les messages vocaux, s'adresser aux membres de la famille, dont les noms figuraient réellement sur les comptes.
Si la famille Foster fonctionnait grâce à Iris, alors les Foster étaient sur le point de découvrir ce qui se passe quand le moteur s'en va. Et que la voiture continue de rouler vers l'intersection. Lundi matin, je me suis retiré en tant qu'administratrice du groupe de la famille. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai simplement changé les paramètres, et j'ai quitté la conversation. Dès mardi après-midi, le groupe avait dégénéré, avec 3 questions laissées sans réponse. Au sujet du rendez-vous chez le podologue, de grand-mère Ruth jeudi. Personne ne connaissait l'adresse. Personne ne connaissait l'heure. Personne ne savait que Ruth avait besoin de la rampe d'accès pour fauteuil roulant, située du côté ouest. Parce que le côté est avait un rebord de 5 cm, qui bloquait sa roue avant. Je savais tout cela, parce que je l'avais conduite à ce cabinet, à 11 reprises. Mercredi, j'ai appelé grand-mère Ruth directement. Pas via le groupe de discussion, ni par l'intermédiaire de Diane. Je lui ai dit que je continuerais à lui rendre visite. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai expliqué que je me retirais de la coordination familiale. Et que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pourrait m'appeler, mais que la planification devrait désormais passer par Gérald ou par Diane. Ruth est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, je me demandais, quand tu allais t'en rendre compte. Elle ne m'a pas demandé de reconsidérer ma décision. Elle ne m'a pas culpabilisé. Elle a ajouté qu'Harold avait coutume de dire que le poteau de clôture qui retient le plus de fils est le premier qu'on oublie de peindre. J'ai raccroché, et j'ai pleuré pendant 6 minutes. Ensuite, je me suis arrêté. J'ai appelé la salle de réception, pour rediriger la facture restante au nom de ma mère. Puis le traiteur, le photographe, et le quatuor à cordes. Un par un, j'ai transféré chaque contact de fournisseur, chaque solde impayé, et chaque élément de suivi, aux personnes dont c'était réellement la fête. Je n'ai pas expliqué pourquoi. J'ai juste dit, je ne suis plus le point de contact. La plupart d'entre eux ont fait une pause. L'un d'eux, le traiteur, a dit, oh, je croyais que c'était vous qui gériez. Le groupe de la famille Foster est resté silencieux pendant 3 jours. Personne n'a publié. Personne n'a demandé où j'étais passé. Le calendrier a tout simplement cessé de se mettre à jour. Comme une horloge, que personne ne remonte. La première fissure est apparue un jeudi. Diane a appelé le cabinet du podologue pour reporter le rendez-vous de Ruth. On lui a répondu que le compte était sous un autre nom. Le mien. Elle ne connaissait pas l'identifiant. Elle ne connaissait pas le code d'autorisation de l'assurance. Elle m'a appelé au travail. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. La deuxième fissure est arrivée samedi. Lorsque la salle de réception a envoyé un email à Diane concernant le remboursement de la caution de nettoyage post-événement. Diane ne savait pas qu'il y avait une caution. Elle ne connaissait pas le montant, le numéro de compte, ni les délais de remboursement. Elle a appelé Gérald. Gérald a appelé Brett. Brett m'a envoyé un texto, et « Tu peux gérer cette histoire de salle ?» Je n'ai pas répondu. La troisième fissure fut plus silencieuse et plus profonde. Le calendrier familial. L'agenda partagé Google, que je maintenais depuis 6 ans, avec un code couleur pour chaque anniversaire, chaque rendez-vous, et chaque événement scolaire. Il s'est bloqué. L'anniversaire de tante Déborah est passé, sans un seul texto du côté des Foster. La préparation pour la coloscopie de l'oncle Martin a été oubliée, parce que personne n'a envoyé de rappel. Un plombier, que j'avais programmé pour réparer le robinet de la cuisine chez mes parents, s'est présenté le lundi. Gérald a ouvert la porte en peignoir, n'ayant aucune idée de qui était cet homme. Ni de la raison pour laquelle il tenait une clé à molette. Pendant 15 ans, j'avais été la raison pour laquelle les choses ne s'effondraient jamais. Et personne ne l'a remarqué. Parce que c'est tout l'intérêt du travail invisible. Si vous avez déjà été la personne qui gère tout en permanence, vous savez exactement de quoi je parle. Restez avec moi. C'est ici que ça devient calme, puis bruyant. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous. Pour que l'algorithme l'envoie à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. 3 semaines après la fête d'anniversaire, la famille Foster n'avait toujours pas appelé pour s'excuser. Ils avaient appelé 11 fois, pour une assistance technique. Le ton des appels a changé, lors de la 4e semaine. Les 3 premières semaines étaient logistiques.
Mot de passe, numéro de compte, détail de rendez-vous. À la 4e semaine, les appels sonnaient différemment. Agacé, et plein d'arrogance. Iris, pourquoi ne t'es-tu pas occupé du remboursement du traiteur? Ils disent que nous devons 200 € supplémentaires. C'était Diane, un mardi soir. Sa voix portait cette aigreur particulière, qu'elle utilisait quand elle était embarrassée, mais refusait de l'admettre. J'ai écouté. Puis j'ai dit, je ne suis plus le secrétariat. Je suis juste de la famille, maintenant. Silence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? Ça veut dire que le numéro du traiteur est sur la facture. La facture est dans tes emails. Elle a raccroché. La version de Gérald est arrivée 2 jours plus tard. Plus forte et moins précise. Ta mère est stressée. La maison tombe en ruine. Le calendrier a disparu. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, exactement? Je n'essaie rien de prouver, papa. J'arrête de le faire, c'est tout. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Il s'est arrêté net. Non pas parce qu'il réalisait ce qu'il s'apprêtait à dire, mais parce qu'il ne pouvait pas terminer sa phrase, avec des éléments précis. Que avait-il fait pour moi? Il ne pouvait pas faire de liste. Il ne pouvait pas pointer un seul investissement, un seul sacrifice, ou une seule décision prise en ma faveur. Parce qu'il n'y en avait pas. La phrase pendait dans l'air, comme un fil sans poteau. Brett n'a pas appelé. Brett a envoyé un seul message. C'est un peu dramatique, tu ne trouves pas? J'ai tapé 3 réponses différentes, et je les ai toutes effacées. Ensuite, j'ai mis mon téléphone dans un tiroir, et je suis allé faire le tour du pâté de maison. À mon retour, j'avais 6 messages non lus. Ils venaient d'un nouveau groupe de discussion, que Diane avait créé, sans que Jean soit administratrice. Le fil s'intitulait « Coordination familiale ». Il contenait 0 entrée de calendrier, et 14 plaintes. J'ai conduit pour aller voir Ruth, un dimanche. Elle était dans sa chambre à Meadowbrook, la résidence assistée près de la route 12. Elle était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, avec des mots croisés, et une tasse de thé qui avait refroidi. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Et son visage a fait ce qu'il faisait toujours. Une sorte d'illumination lente. Comme une lampe sur un variateur, que l'on allume progressivement. Voilà ma fille, a-t-elle dit. Je me suis assise sur le bord de son lit, et je lui ai tout raconté. Le garage, la discussion de groupe, le tableau Excel, mon retrait de la famille. Elle a écouté sans m'interrompre, ce en quoi Ruth a toujours excellé. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo de mots croisés, et a dit, « Ta mère était pareille, tu sais. » Je l'ai regardé. Diane, quand elle a épousé ton père, a tout pris en charge pour mon côté de la famille. Les fêtes, les cartes de remerciement, toute l'opération. Ma sœur Peggy l'appelait la secrétaire. Diane détestait ça. Elle a juré qu'elle ne laisserait jamais sa propre fille ressentir la même chose. Ruth a fait une pause. Puis elle t'a eu. Et tu étais si doué pour ça. Et je crois qu'elle a oublié ce que ça faisait. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une explication concernant Diane. Pas une excuse, une explication. Diane avait été la chaise de secours, autrefois. Elle s'en était échappée, en me tendant cette chaise. Cela ne rendait pas la situation juste. Cela n'effaçait pas le garage, la discussion de groupe, ni les 15 années de coordination non rémunérée. Mais cela la rendait humaine. Et j'avais besoin qu'elle soit humaine. Car l'alternative, qu'elle soit simplement cruelle, était une porte que je n'étais pas prête à ouvrir. Ruth s'est penchée, et a serré ma main. Tu gardes ce chalet en bon état, tu m'entends? Harold aurait voulu que tu l'aies. J'ai serré sa main en retour. Ruth avait 88 ans, et elle était plus vive que n'importe lequel d'entre eux. Le problème du chalet est arrivé un lundi de septembre. 6 semaines après la fête. Sous la forme d'une enveloppe, du bureau de l'évaluateur du comté. Elle était adressée à Gérald Foster. Je le sais, parce que Gérald m'a appelé, furieux, à 7h40 du matin. Il y a une cotisation spéciale sur le chalet, de 4 000 €. Étais-tu au courant de ça? J'étais au courant. Je suivais le dossier depuis 2 ans. Le comté rénovait la conduite d'égout, le long de la route du lac. Et chaque propriétaire sur ce tronçon
devait payer une part proportionnelle. J'avais mis les fonds de côté, sur un compte d'épargne distinct. J'avais signalé la date limite, dans le calendrier familial. Celui que plus personne ne regardait. La date limite est le 15 octobre, lui ai-je dit. Tu as 6 semaines. 6 semaines? Iris, tu ne peux pas simplement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? C'était sur le calendrier. Quel calendrier? Celui que tu as supprimé? Celui que personne ne vérifiait. Il est resté silencieux, un moment. Alors tu dois t'occuper de ça. Non. Le mot s'est posé là. Je l'avais déjà dit à des clients, à des collègues, à des inconnus. Mais je ne l'avais jamais dit à mon père, pour une tâche familiale. J'ai eu l'impression de poser une boîte, que je portais depuis si longtemps, que mes bras ne savaient plus quoi faire sans elle. Non, je ne vais pas m'en occuper. Le chalet est à ton nom. La cotisation est à ton nom. Le bureau du comté est sur Miller Street, et ils sont ouverts de 9h à 16h, du lundi au vendredi. Il a raccroché. Je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai fixé mes mains. Elles tremblaient. Pas de peur, mais du poids inhabituel du vide. Je venais de poser la dernière boîte, et mes bras étaient enfin, de façon terrifiante, vides. Tout a commencé, par une conversation chez mon amie Margot. Margot est thérapeute familiale, avec un cabinet privé à Charlottesville. Elle avait écouté mon histoire, autour de vin et de biscuits. Puis elle a dit, tu sais, il y a des milliers de femmes comme toi. Elle le disait d'un point de vue clinique, mais je l'ai entendu de manière personnelle. Des femmes qui dirigeaient les opérations de leur famille, sans aucune reconnaissance. Des femmes qui étaient le premier contact en cas de crise, et le dernier nom sur chaque plan de table. Des femmes qui avaient confondu le fait d'être indispensable, avec le fait d'être valorisées. Et qui apprenaient tout juste la différence. J'ai demandé à Margot, si elle avait déjà envisagé un groupe de soutien, pour ces femmes. Elle m'a regardé par-dessus son verre, et m'a répondu, j'attendais, que quelqu'un me le demande. Nous avons tenu la première réunion, un mercredi soir d'octobre. Dans l'arrière-salle d'un café, sur Main Street. 7 femmes se sont présentées. 2 étaient des filles, 3 étaient des sœurs, l'une était une tante. Et l'une était une grand-mère, qui gérait la maison de son fils depuis 22 ans, mais n'avait jamais été invitée, à son anniversaire de mariage. Nous n'avons pas appelé cela une thérapie. Nous l'avons appelé, la chaise de secours. Parce que chacune d'entre nous, avait été assise quelque part à l'abri des regards, pendant que les personnes que nous soutenions, faisaient la fête sans nous. La première femme qui a parlé, Karen, 51 ans, responsable administrative à Waynesboro. Elle a dit quelque chose, que je n'oublierai jamais. Vous voulez dire, que j'ai le droit de m'asseoir, tout simplement? Elle l'a dit, comme si elle demandait la permission de respirer. La pièce est devenue silencieuse. Puis quelqu'un a ri. Et quelqu'un a pleuré. Et puis nous sommes toutes restées assises là, tenant nos gobelets en carton de café froid, en ressentant une chose que je n'avais pas ressentie, depuis très longtemps. Être vu. Le groupe de la chaise de secours, s'est réuni un mercredi sur 2, après cela. En décembre, nous avions 19 membres, et une liste d'attente. La campagne de Diane a commencé en novembre. Elle n'a pas appelé. Elle a écrit une lettre. Du papier à lettres crème manuscrit. Le genre qu'elle utilisait, pour les mots de remerciement au pasteur. Chère Iris. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu as toujours été la plus forte. Celle qui maintient cette famille unie. Sans toi, tout s'effondre. Ton père ne le dira pas. Mais il a du mal. Brett n'arrive pas à gérer le calendrier. Personne ne sait comment coordonner les rendez-vous de grand-mère. Tu es en train de déchirer cette famille. Et je ne pense pas, que ce soit ton genre. Elle a signé, avec amour, maman. C'était le plus long texte qu'elle m'ait écrit, en 34 ans. Et chaque mot était une offre d'emploi, déguisée en affection. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné le garage. Elle n'a pas dit pardon. Elle a dit, tout s'effondre. Ce qui signifiait, la machine est cassée. Ce qui signifiait, reviens, et sois la machine. L'approche de Gérald était plus bruyante. Il s'est pointé à mon bureau, un jeudi après-midi. Il s'est tenu dans la zone de réception, et a dit,
Assez fort pour que mon assistante entende, après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Je l'ai accompagné jusqu'au parking. Que as-tu fait pour moi, papa? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Nous t'avons élevé. Tu m'as élevé pour gérer ta maison. Ce n'est pas la même chose. Il est parti. Je suis rentré, j'ai fermé ma porte. Et je me suis assise dans mon fauteuil pendant 10 minutes, sans bouger. Voici ce qu'ils appelaient « déchirer la famille ». J'avais arrêté de travailler gratuitement. C'est tout. Si une limite est perçue comme une attaque par quelqu'un, c'est généralement parce que votre service était ressenti comme de l'amour pour eux. Et seulement pour eux. Dites-moi dans les commentaires, si vous avez déjà entendu, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je vous lirai tous. Fin novembre, l'ampleur de mon absence devenait visible pour la famille élargie. Tante Déborah a fait remarquer à ma mère que personne n'avait envoyé l'email de coordination pour Thanksgiving. La femme de l'oncle Martin, Linda, a appelé Diane. Elle voulait savoir pourquoi les rendez-vous de novembre de Ruth n'avaient pas été mis à jour dans le système partagé. Le système partagé avait disparu. Linda ne le savait pas. Personne ne le lui avait dit. Car personne n'avait trouvé le moyen de lui expliquer, sans admettre qu'une seule personne gérait l'ensemble. Brett a essayé. Je lui accorde ça. Il a vraiment essayé de reprendre le calendrier familial. Il a créé un agenda Google, a invité tout le monde, et l'a rempli de 6 entrées. Thanksgiving, Noël, son propre anniversaire, et 2 entrées étiquetées, à définir. Il y avait aussi un rappel hebdomadaire récurrent, prendre des nouvelles de grand-mère, mais sans heure, sans lieu, et sans numéro de téléphone. Cela a duré 9 jours. Au 10e jour, il a programmé le dîner de Thanksgiving en même temps qu'une séance de sport. Il a envoyé un texto de groupe qui disait « Quelqu'un d'autre peut s'en occuper ? Je suis sous l'eau. » Il l'avait fait pendant 9 jours. Je l'avais fait pendant 15 ans. Cody, de son côté, avait refait surface. Tante Déborah lui avait donné accès au nouveau groupe de discussion de la famille. Il avait immédiatement posté un lien vers une cagnotte GoFundMe pour réparer sa voiture. Cette voiture qu'il avait achetée, avec de l'argent dont personne ne connaissait la provenance. 2 personnes ont fait un don. Brett était l'un d'eux. La famille Foster était désormais une machine, fonctionnant sans son ingénieur. Des rendez-vous étaient manqués. Des factures partaient à la mauvaise adresse. La dinde de Thanksgiving a été récupérée le mauvais jour, car personne n'avait confirmé la commande. Gérald l'a découpée en silence. Diane a souri tout au long du repas. De la même façon qu'elle souriait à travers tout. Comme si la maison était en feu, mais que les rideaux pendaient toujours droit. Et que c'était tout ce qui comptait. Le 89e anniversaire de Ruth tombait le 14 décembre. Diane l'a planifié. Ce qui veut dire que Diane a appelé le même restaurant, où Ruth allait depuis 30 ans, et a réservé une table pour 12. Elle n'a pas vérifié les restrictions alimentaires de Ruth. Elle n'a pas coordonné le transport. Elle n'a pas appelé les petits-enfants. Elle a juste fait une réservation, et posté la date dans le nouveau groupe. Je l'ai découvert parce que Ruth me l'a dit, ta mère dit qu'il y a un dîner. Elle n'a pas demandé ce que je voulais. Ruth voulait le chalet du lac. Elle voulait du pain de maïs, la cheminée en pierre, et le bruit du ponton. Elle ne voulait pas d'un restaurant. Mais le chalet était maintenant bloqué, dans une autre forme de purgatoire. Gérald n'avait pas payé la cotisation spéciale. La date limite du 15 octobre était dépassée. Un deuxième avis était arrivé. Le comté avait appliqué une pénalité de 12%. Gérald l'avait ignoré. Comme il ignorait tout ce qui exigeait un effort, sans lui offrir de public. Diane m'a appelé, 3 jours avant le dîner d'anniversaire. Ta grand-mère veut que tu sois là. Viendras-tu? J'ai dit oui. Pas pour Diane. Pas pour Gérald. Mais pour Ruth. Elle ne m'avait jamais mise dans un garage. Elle ne m'avait jamais qualifié d'organisée. Elle n'avait jamais attendu de moi que je comprenne, sans d'abord être comprise. J'ai accepté de m'asseoir à cette table, une fois de plus. Mais je n'allais pas arriver les mains vides, et je n'allais pas arriver les yeux fermés. J'ai passé les 2 jours suivants, à me préparer. Pas un cadeau, cette fois-ci. Un dossier.
Un simple dossier en papier bulle, contenant des dossiers fiscaux, des factures de fournisseurs. Et une chronologie imprimée, de chaque tâche coordonnée que j'avais accomplie, pour la famille Foster. De janvier 2009, à août de cette année. 41 éléments. 15 ans. 0 reconnaissance. S'ils voulaient une réunion de famille, ils allaient être servis. Le restaurant s'appelait Birch & Barrel. Un endroit de la ferme à la table, sur l'ancienne autoroute. Avec des briques apparentes, des ampoules à filaments, et le genre de menu qui utilise le mot « glané » sans ironie. 12 Foster et Marsh, autour d'une longue table en chêne. Gérald en bout de table. Diane à ses côtés. Brett à côté de Diane. Tante Déborah et oncle Martin. Cody, inexplicablement présent. Linda, et 2 amis de Ruth, de la résidence Meadowbrook. Et moi, à l'autre bout, à côté du fauteuil roulant de Ruth. J'avais apporté quelque chose avec moi. Pas le dossier qui était dans mon sac. J'avais apporté la chaise pliante en plastique blanc, du garage. J'étais retourné au pavillon la semaine précédente, et j'avais demandé au gérant si je pouvais l'acheter. Il m'a dit que je pouvais la prendre, gratuitement. Ils allaient les jeter. Je l'ai porté dans le Birch & Barrel, et je l'ai posé à côté de ma place assignée. Qui était, sans surprise, la chaise la plus proche de la porte de la cuisine. Je ne l'ai pas dépliée. Je l'ai simplement appuyée contre le mur, derrière moi. Blanche, éraflée, et impossible à rater. Diane l'a vue en premier. Ses yeux sont passés sur la chaise, puis sur moi, puis de nouveau sur la chaise. Elle n'a rien dit. Gérald n'a rien remarqué. Parce que Gérald ne remarquait que les choses qui le mettaient en valeur. Brett y a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Ruth s'est penchée, et a touché mon bras. Bien, a-t-elle chuchoté. La table s'est remplie. Le serveur a pris les commandes de boissons. Les ampoules à filaments projetaient de douces ombres ambrées, sur le chêne. Et je me suis assise au bout de cette table. Avec une chaise pliante derrière moi, et un dossier dans mon sac. En attendant le moment que je savais imminent. Parce que dans la famille Foster, la question n'était jamais de savoir si quelqu'un allait me demander de réparer quelque chose. La seule question, c'était de savoir quand. Cela a pris 23 minutes. Gérald a attendu que les entrées soient débarrassées. Et que la table soit dans cette chaleureuse accalmie de milieu de repas. Ce moment, où tout le monde a assez mangé pour être à l'aise, et assez détendu pour dire des choses qu'il ne devrait pas. Il s'est penché en avant. Il m'a regardé au bout de la table, et a dit, « Iris, il faut qu'on parle du chalet. » La table est devenue silencieuse. Non pas parce que le sujet était sensible. Mais parce que Gérald a utilisé sa voix. La voix du patriarche. Celle qui ressemble à une demande, mais qui atterrit comme un ordre. La cotisation est en retard. Il y a une pénalité maintenant. Et personne ne peut accéder au compte des impôts, car apparemment, tout est à ton nom. C'est à mon nom, ai-je répondu. Parce que c'est moi qui l'ai créé, et que c'est moi qui paie. Eh bien, nous avons besoin que tu nous le retransfères. Retransférer quoi? Le compte, l'identifiant, peu importe ce que tu as fait avec les impôts. Le chalet est une propriété familiale, Iris. Il nous appartient à tous. Je l'ai regardé. Il faisait ce qu'il faisait toujours. Réécrire l'histoire en temps réel, transformant mon travail en son héritage. Le chalet nous appartenait à tous. Mais les impôts, eux, n'avaient appartenu qu'à moi. Tu seras toujours de la famille, a dit Gérald. Et la voici, la phrase qui révélait toute l'architecture. Quand nous avons besoin de toi. Il l'a dit comme un compliment. Il l'a dit de la même manière qu'on remercierait un bricoleur de s'être déplacé à la dernière minute. Autour de la table, les visages ont changé. Tante Déborah a regardé son assiette. Linda a regardé l'oncle Martin. Brett a regardé son téléphone. Cody a regardé la corbeille de pain. Et Diane. Diane m'a regardé avec l'expression qu'elle prenait toujours. Celle de quand elle savait que quelque chose allait mal tourner, mais espérait qu'en souriant assez fort, cela n'arriverait pas. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai posé le dossier sur la table. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai ouvert le dossier, et je l'ai tourné pour que toute la table puisse voir.
Ceci est une liste de chaque tâche que j'ai accomplie pour cette famille depuis 2009, ai-je déclaré. 41 éléments récurrents. Coordination médicale pour grand-mère Ruth. Rendez-vous. Assurance. Ordonnance. Le calendrier familial. Chaque anniversaire, chaque jour de fête, chaque confirmation de présence. La planification des événements. Chaque fête, chaque dîner. Chaque remise de diplôme. La gestion des fournisseurs, les débordements du foyer. L'immatriculation de la voiture de Brett, les ordonnances de papa, les réclamations de garantie de maman. J'ai tourné la page. Ceci, c'est le chalet. En 2020, j'ai trouvé un avis de saisie fiscale, dans la poubelle de recyclage. Tu devais 3 ans d'arriérés d'impôts, plus les pénalités. Je les ai payés. 11 400 € sur 4 ans. J'ai envoyé des lettres recommandées. Pour documenter chaque paiement. Elles ont été retournées. Ta mère a signé pour 2 d'entre elles. Les reçus sont ici. J'ai tourné la page à nouveau. Et ça. Ça, c'était votre cadeau d'anniversaire de mariage. J'ai sorti le dossier argenté, du fond de mon sac. Il était toujours emballé. La corde en lin légèrement froissée, par ces 4 mois passés dans mon placard. Je l'ai dénoué, et je l'ai ouvert sur la table. La photo de mariage restaurée. Gérald et Diane, en 1989. Debout sur les marches du palais de justice, dans des vêtements qu'ils avaient clairement empruntés. Jeunes, terrifiés, et se tenant par la main. En dessous, le certificat de paiement intégral des impôts, les chèques encaissés, et les reçus de courrier recommandés. Avec la signature de Diane, sur les avis de réception verts. La carte disait, 35 ans de la famille Foster. En voici 35 de plus. Le chalet est en règle, libre, et à vous. Avec amour, Iris. La table était silencieuse. La main de Ruth était sur mon bras. La main de Déborah était sur sa bouche. J'ai regardé mon père. Tu m'as mise dans un garage, le soir où j'allais te donner ça. Tu m'as assise sur une chaise pliante, entre une tondeuse à gazon et une bombe de peinture. Vous l'avez planifié, dans un groupe de discussion. Vous en avez ri. Et vous l'avez fait, parce que vous pensiez que je comprendrais. J'ai laissé le silence s'installer. Je comprends, maintenant. Le visage de Gérald est passé, par 3 phases. La surprise, puis le calcul, puis la fureur. Le calcul était la partie la plus importante. Cette demi-seconde, où il décidait s'il allait s'excuser, ou attaquer. Et l'aiguille a basculé vers l'attaque. Parce que s'excuser, signifierait admettre que le garage était une erreur. Et admettre que le garage était une erreur, signifierait admettre que le système était mauvais. Et le système, c'était Gérald. Tu déformes tout ça, a-t-il dit, la voix montante. Tu étais censé faire partie de l'organisation, Iris. Tu aidais. Personne ne t'a mise dans le garage, pour te punir. Tu étais dans le garage, parce que c'est là qu'étaient les chaises supplémentaires, et tu mets toujours la main à la pâte. Il n'y avait qu'une seule chaise, papa. Et tu as souri avec mépris. Son cou est devenu rouge. C'est exactement pour ça, que tu prends tout personnellement. Il faut toujours que tout tourne autour de toi. J'ai passé 35 ans à bâtir cette famille. Et tu vas tout faire exploser, pour une chaise. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Tu n'as rien bâti. J'ai bâti ça. Toi, tu t'es contenté d'être présent. La table a tressailli. Gérald s'est levé, sa chaise a raclé le parquet. Diane s'est mise à pleurer. Le genre de larmes qui arrive préchargées. Déjà composé, conçu pour attirer l'attention. Iris, s'il te plaît. Tu comprends toujours. Nous n'avons jamais voulu. Je comprends, enfin. Ces 3 mots ont résonné, comme une porte qui se ferme. Le scénario de Diane était épuisé. Elle n'avait pas de réplique prévue après le « tu comprends toujours ». Car personne n'avait jamais refusé son signal, auparavant. Brett fixait la nappe. Cody s'est tortillé sur son siège. Et tante Déborah s'est tournée vers lui, avec un regard qui disait qu'elle gardait quelque chose en réserve depuis longtemps. Pendant qu'on y est, Cody. Où sont les boucles d'oreilles de ma mère ?
La table s'est fendue. Pas pour laisser place au chaos, mais à l'honnêteté. Et je suis restée assise là, au bout de cette table en chêne, à côté de la femme qui m'avait toujours vu. Avec une chaise pliante, appuyée contre le mur derrière moi. C'est seulement pour la famille élargie, ai-je dit à Gérald. Alors, élargis ça. Il n'a pas souri. Pour la première fois en 63 ans, le patriarche n'avait pas de public. J'ai refermé le dossier. J'ai placé le cadeau argenté, la photo, et les documents, devant Ruth. Cela a toujours été pour toi, lui ai-je dit. Ruth a regardé la photo restaurée, de Gérald et Diane sur les marches du palais de justice. Elle a touché le bord du cadre d'un doigt. La façon dont on touche quelque chose, qui appartient à une époque que l'on peut encore ressentir. Puis elle a levé les yeux vers moi, et a dit, Harold t'aurait placé, en bout de table. Je me suis levé. Ni avec colère, ni avec triomphe. De la même manière stable et mesurée, avec laquelle j'étais sorti du garage, il y a 4 mois. Sauf que cette fois, je ne portais pas de secret. Je le déposais. Je ne coupe pas les ponts, ai-je dit à la tablée. Je ne disparais pas. Je rentre simplement chez moi, à ma propre table. J'ai regardé ma mère. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par mon nom, sur une vraie chaise. Pas un titre de poste. Pas une liste de tâches. Mon nom. Diane n'a pas répondu. Gérald n'a pas répondu. Brett avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Ruth a reculé son fauteuil de la table, et je l'ai poussé vers la porte. Personne ne nous a arrêtés. L'air du soir était froid et vif. Le parking sentait le paillis de pain, et les gaz d'échappement. J'ai chargé le fauteuil roulant de Ruth à l'arrière de mon SUV, et je l'ai aidé à s'installer sur le siège passager. Elle a attaché sa ceinture et a dit, « J'aimerais du pain de maïs demain. » Je ferai du pain de maïs demain. Nous sommes rentrés à travers la nuit noire, avec le chauffage allumé et la radio éteinte. Ruth fredonnait un air que je ne reconnaissais pas. Une vieille chanson, peut-être l'une d'Harold. La chaise pliante était toujours appuyée contre le mur, à l'intérieur du Birch and Barrel. Je n'en avais plus besoin. J'avais ma propre chaise, maintenant. Les retombées ont été mesurables. En l'espace de 2 semaines, Diane a embauché un coordinateur de soins à domicile à temps partiel, pour Ruth. Un service qui coûtait 1 400 € par mois. Le traiteur de la fête d'anniversaire a envoyé un avis de recouvrement pour la caution de nettoyage. Car personne ne l'avait traité. L'immatriculation de la voiture de Brett a expiré. Et il s'est fait arrêter sur la route 7, avec une plaque non valide. La cotisation spéciale pour le chalet, s'élevant désormais à 4 480 € avec la pénalité, est restée impayée sur le comptoir de la cuisine de Gérald. À côté d'une pile de courriers non ouverts. Il l'a payé en janvier, après une deuxième lettre de menace du comté. La cagnotte GoFundMe de Cody a récolté 300 €. Tante Déborah l'a bloqué sur le nouveau groupe de discussion. Après que la question des boucles d'oreilles a mené à un échange de textos incluant la phrase « Elle traînait juste dans un tiroir ». La famille Foster apprenait pour la première fois ce qu'il en coûte de gérer une maison. Quand la personne qui la gérait arrête de faire du bénévolat. Ça coûte de l'argent. Ça coûte du temps. Ça coûte ce confort facile et jamais remis en question, de ne jamais avoir à penser à qui comble les vides. Mais par-dessus tout, ça leur a coûté l'histoire qu'ils se racontaient. Celle où les choses fonctionnaient toutes seules. Que la machine s'entretenait d'elle-même. La machine avait un nom. Son nom était Iris. En février, la chaise de secours comptait 26 membres. Le café était devenu trop petit, et nous avions déménagé dans la salle communautaire de l'église, sur Cedar Avenue. Karen, la responsable administrative de Waynesboro, apportait du pain à la banane fait maison, à chaque réunion. Elle l'appelait « le seul pain que je cuisine », pour les gens qui le remarquent vraiment. Margot animait. Moi, j'écoutais la plupart du temps. J'apprenais à m'asseoir dans une pièce, sans avoir à la diriger. Mon cabinet s'est développé. J'ai pris 3 nouveaux clients en jury comptabilité. J'ai repeint ma cuisine. Je suis allé à un rendez-vous, avec un homme nommé Owen. Il ne m'a rien demandé d'organiser, pas même le dîner. Il a choisi le restaurant, fait la réservation, et a tiré ma chaise pour moi. J'ai failli pleurer.
Ruth venait à mon appartement pour les dîners du dimanche. Je faisais du pain de maïs, à chaque fois. Elle s'asseyait à ma table. La vraie, celle en chêne que j'avais achetée dans une vente aux enchères à Staunton. Et elle me racontait des histoires sur Harold, le lac, et le bruit du ponton en juin. Je m'asseyais en bout de table. Personne ne m'y avait assigné. J'ai juste tiré une chaise. Un dimanche de mars, Ruth et moi étions assises à la table de ma cuisine, après le dîner. La photo de mariage restaurée, celle du cadeau argenté, était accrochée au mur de mon couloir. Ruth avait insisté. « Tes parents pourront la voir, quand ils l'auront mérité », avait-elle dit. Avec l'autorité tranquille d'une femme, qui avait survécu à presque tous ceux, qui l'avaient sous-estimée. Le cadre captait la lumière de l'après-midi. Gérald et Diane, en 1989. Sur les marches du palais de justice, dans des vêtements empruntés, se tenant par la main. Deux personnes qui avaient été, un jour, assez jeunes pour être terrifiées et courageuses, en même temps. Je la regardais chaque matin, en me dirigeant vers la porte. Pas avec colère, pas avec nostalgie. Mais avec la ferme conscience, que l'amour sans le respect, n'est que du labeur. Et j'en avais fini, de travailler gratuitement. Une chaise que vous devez mériter chaque jour, n'a jamais vraiment été la vôtre. Les gens qui vous aiment, ne mettent pas de conditions à votre place. Ils tirent votre chaise, avant même votre arrivée. Et le jour où vous arrêtez de payer le loyer d'une place à la table de quelqu'un d'autre, c'est le jour où vous découvrez, où est votre véritable place. J'ai trouvé ma place. Ce n'était pas dans un garage. C'était à une table, que j'avais bâtie moi-même. Entouré de personnes, qui ne m'ont jamais demandé une seule fois de comprendre. C'est mon histoire. 15 ans de travail invisible, une chaise pliante, et un cadeau qu'ils n'ont jamais pu ouvrir. Si vous avez déjà été la chaise de secours de la famille. Celle qui maintient tout ensemble, et qui est assise en dernier. Prenez ceci comme un signe. Vous avez le droit, de vous asseoir. Partagez ceci, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.